rapport peut-il y avoir entre cet homme que certains qualifient de nettoyeur de la Côte d'Azur et l'accusé, ex-fromager qui comparait pour le meurtre et le dépeçage de 3 personnes retrouvées dans l'Estéron? À cette heure, rien n'a filtré, mais la tension est montée d'un cran. Bonsoir, c'était en 1999 dans l'arrière-pays niçois, l'une des découvertes les plus macabres de l'histoire criminelle française. 3 corps dépecés, disséqués, éviscérés, jetés dans un coin sauvage, privés de leurs têtes et de leurs mains, afin de les rendre anonymes. Des cadavres que l'on va aussitôt baptiser les corps sans tête de l'Estéron. Une énigme, un mystérieux puzzle que les gendarmes vont alors lentement reconstituer, tirer ce fil qui devrait leur permettre de donner un nom et un visage sur chacun des 3 morts et savoir pourquoi un si funeste destin leur était réservé. C'est cette enquête que nous allons mener ce soir dans l'heure du crime. Investigation, nous allons le voir, riche en fausses pistes, en révélations, en rebondissements. Les gendarmes et le magistrat vont peu à peu s'approcher de la vérité, avoir même la certitude de toucher au but, de tenir les coupables de cette barbarie. Ce sera sans compter avec les coups de théâtre judiciaires qui vont suivre, comme si les morts sans tête de l'Estéron avaient décidé de garder une partie de leur secret. Avec nos invités, et pas des moindres, à savoir les gendarmes qui ont participé à ces investigations très particulières, nous allons retourner sur cette scène de crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, le mystère des corps sans tête de l'Estéron, macabre découverte effectuée à la fin de l'hiver 1999 dans un coin sauvage des Alpes-Maritimes. Ce jeudi 18 mars 1999, en milieu de journée, le cantonnier Jean-Jacques Martin est de service sur le chemin départemental 117 qui relie les petits villages de Toudon et de Vescousse. L'agent de la DDE s'emploie à dégager les abords de la chaussée quand soudain, il est attiré par une forte odeur de décomposition qui émane du ravin. Il pense immédiatement à un animal blessé venu mourir dans le coin. Les collines boisées abondent de sangliers. L'homme ne distingue tout d'abord rien de spécial, puis sursaute en apercevant ce qui ressemble à une jambe humaine. Il note aussi la présence de sacs en plastique jetés en contrebas, sacs en partie déchirés qui semblent contenir de la viande en putréfaction. La gendarmerie la plus proche est alertée de cette découverte. La petite route est fermée, le périmètre protégé en attendant l'arrivée des spécialistes de l'identification criminelle et d'un médecin légiste. Dans les heures qui suivent, la scène de crime prend forme. Les restes humains sont remontés avec précaution du vallon, une scène de film d'horreur. 6 jambes sont alignées sur un drap blanc. Elles semblent correspondre à celles de 2 hommes et d'une femme. Le ratissage du secteur est minutieux, mais impossible pour les gendarmes de retrouver les têtes et les mains des victimes. De toute évidence, ces parties du corps ont été volontairement découpées afin de ne pouvoir établir aucune des identités. Sans doute le ou les tueurs ont pris soin de se débarrasser de ces autres restes à un tout autre endroit. Les techniciens de l'IRCGN, le labo scientifique de la gendarmerie, remontent au total 5 sacs remplis de morceaux humains. Des organes de toutes sortes, dépecés et mélangés. Le tout est étiqueté par les légistes. A pour le bassin, B pour un demi-thorax gauche, F pour une jambe droite, G pour une jambe gauche, etc., etc. La suite de l'alphabet pour les poumons, les reins ou un bout de pancréas. L'autopsie va durer plusieurs jours. Elle confirme le sexe des victimes, une femme et 2 hommes âgés entre 40 et 50 ans. Les médecins, aidés d'une équipe d'entomologistes, des spécialistes des insectes, établissent que les 3 inconnus ont été tués il y a sans doute une quinzaine de jours. Il est établi que la femme a reçu un projectile de petit calibre, du 5 mm et demi, tiré par une arme de type 22 long rifle. Il se peut que l'un des hommes ait été étranglé, mais aucune certitude. Le dépeçage a été effectué post-mortem à l'aide d'une scie et d'autres instruments tranchants. Les sacs ont été balancés depuis le bord de cette route déserte du massif de l'Estéron.
Force est de constater que les gendarmes vont avoir le plus grand mal du monde à donner un nom à ces cadavres. Ils ont tous été tués ensemble. Manifestement, ils se connaissaient. Toutes les pistes, règlements de compte, psychopathes, vengeance familiale sont ouvertes. Des bêtes sauvages ont déchiqueté les sacs dans lesquels ont été découverts les cadavres. Sans cela, ils seraient peut-être restés là bien plus longtemps encore. Bien que le coin a été passé au peigne fin, le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, demande aux promeneurs et aux curieux de s'abstenir de toute visite dans le secteur. Le juge d'instruction, Richard Roland, est pour sa part chargé de l'enquête. À ce stade, selon la formule consacrée, toutes les hypothèses sont envisagées. Les gendarmes étudient ainsi plusieurs pistes, celle d'une tuerie familiale, d'un rite satanique, d'un serial killer qui pourrait frapper à nouveau. La scène de crime a toutefois des allures de règlement de compte mafieux, mafia russe ou Cosa Nostra, des tueurs qui n'hésitent pas à dépecer leurs victimes, une technique devenue une spécialité des cartels sud-américains. Des hypothèses, mais rien de concret jusqu'à ce qu'une série de renseignements éclaire d'un jour nouveau ce carnage. 5 mois après la découverte des corps sans tête, les gendarmes sont prévenus de la disparition d'un certain Jean-Pierre Caligaris, 41 ans. Sa mère, qui habite en Corse, n'a plus de nouvelles de son fils. D'autres personnes qui le connaissent bien indiquent qu'elle n'arrive plus à le joindre depuis des semaines. Caligaris n'est pas un inconnu des services de police et de gendarmerie. Cet homme, qui a officié comme portier dans une boîte de nuit de Bonifacio, est fortement soupçonné d'entretenir des liens avec la pègre. Il tremperait dans le trafic de stupéfiants. On le soupçonne d'être lié à une pointure du milieu, Jean-Pierre Le Pape, ancien braqueur reconverti dans l'importation de stupes, abattu l'année précédente. Depuis cette exécution, Caligaris serait venu se mettre au vert dans la région d'Antibes. Il ne faisait plus parler de lui. L'ADN confirme qu'il est bien une des victimes de l'Estéron. Restent les 2 autres. En remontant les relations du défunt Jean-Pierre Caligaris, les enquêteurs établissent qu'il était en contact étroit avec un couple, Francis Ben Mokhtar, parfois prénommé François, et sa compagne Teresa Conté. Ben Mokhtar, 58 ans, surnommé Teston ou Grosse Tête, est connu pour naviguer dans le trafic de drogue. Lui aussi a ses entrées dans le grand banditisme, on le dit lié au parrain marseillais Francis le Belge, qui sera tué l'année suivante. Teresa Conté, 52 ans et de nationalité italienne. Elle est à son tour identifiée grâce à l'ADN de ses enfants. Pour Ben Mokhtar, il faudra attendre encore quelques semaines l'exhumation de sa mère dans le cimetière du port de Cassis et un prélèvement sur un fémur pour établir formellement son identité. Quand les enquêteurs vont se rendre chez lui, un appartement à Antibes, ils vont constater que le ménage a été fait, rien ne traîne, un nettoyage qualifié alors d'extrêmement précis et même sophistiqué par le procureur de Nice. L'enquête va donc de nouveau s'élargir, établir avec qui les 3 victimes étaient en relation, dans quel piège cette femme et ces 2 hommes ont pu tomber, exécutés au même moment et dans un même lieu, puis ensuite découpés en morceaux. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille sont désormais chargés des investigations. Il s'agit de se plonger dans les dossiers des 3 victimes, en priorité celle des 2 hommes, Francis Ben Mokhtar et Jean-Pierre Caligaris, qui avaient leurs entrées dans le grand banditisme. Les enquêteurs tombent ainsi sur une vieille connaissance de Ben Mokhtar, un certain Michel Pinto. Dans les années 80, cet homme, qui a désormais 61 ans, travaillait pour lui. Il était alors employé de la Poste, facteur, et se servait de sa fonction pour laisser passer et livrer des colis bourrés de hashish. Près de 200 kilos importés clandestinement. Le facteur avait été arrêté par les stupes, poursuivi et évidemment congédié par son administration. Il n'a plus guère fait parler de lui et est devenu fromager. À Antibes, son établissement s'appelle La Ferme. Michel Pinto est alors dans la ligne de mire des gendarmes. Il semble avoir été en contact avec un téléphone portable ayant borné sur une antenne relais de la vallée de l'Estéron, là où ont été découverts les cadavres. Qui plus est, la plus proche amie du Corse, Jean-Pierre Caligaris, affirme n'avoir plus aucune nouvelle de lui depuis le 28 février. Elle se souvient de cette date car ce jour-là, Jean-Pierre lui avait dit qu'il devait aller dîner chez un fromager d'Antibes. Trop de coïncidences pour un seul homme. Le fromager Pinto, son épouse Joëlle, ainsi qu'un marchand de biens de Juan-les-Pins, soupçonné d'avoir fait le ménage et d'avoir fait disparaître des preuves, sont placés en garde à vue.
Si Michel Pinto n'est pas très bavard et esquive les questions, son épouse Joëlle est beaucoup plus coopérative. Elle raconte que les 3 victimes ont bien dîné chez elle le 28 février au soir. Ben Mokhtar était là avec sa compagne Teresa Conté et son associé garde du corps Caligaris. Au cours de la soirée, Ben Mokhtar aurait remis une glacière à Pinto renfermant une grosse somme d'argent liquide en francs, l'équivalent aujourd'hui de près de 500 000 €. L'épouse du fromager indique qu'une fois les invités partis, son mari s'est absenté. Il serait revenu dans la nuit à la maison, hagard, repartant avec une scie et des couteaux. Pinto indique qu'il s'est rendu chez Ben Mokhtar. Il serait là tombé sur le cadavre de Caligaris. Un homme cagoulé aurait pointé sur lui une carabine et l'aurait contraint sous la menace de découper les corps. Le juge Richard Roland ne croit pas un mot de cette histoire digne d'un mauvais polar. Michel Pinto et son épouse sont mis en examen pour assassinat. Malgré des déclarations à géométrie variable, Michel Pinto reste en prison. Le juge décrit un triple assassinat par appât du gain. Avec son épouse, il va être renvoyé devant la cour d'assises où il encourt la perpétuité. Le 4 novembre 2002 s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes le procès de Michel Pinto, 63 ans, et de son épouse Joëlle, 20 ans de moins que lui. L'ancien facteur devenu fromager crie d'emblée son innocence. « Si je suis ici, c'est parce que j'ai menti, j'ai pris peur. En réalité, je n'ai ni tué ni découpé en rondelles personne. » Les chefs d'accusation sont gravissimes. Meurtre précédé ou suivi d'actes de barbarie. L'homme reconnaît qu'il a bien reçu les 3 victimes à dîner au soir du 28 février. Il les a ensuite raccompagnées. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, affirme-t-il. L'accusation s'en tient, elle, à un scénario limpide. Michel Pinto a tout simplement tué pour garder pour lui, tout seul, le magot de son ami Francis Ben Mokhtar. Il s'est d'ailleurs empressé de placer tout cet argent sur des comptes en France et à Monaco et a ouvert une assurance vie. Il dément. Francis m'avait confié l'argent avant. Pas besoin de le tuer. Et j'aurais pas attendu pour cela qu'il soit 3. Au bout de 3 jours, le procès s'arrête. Le dossier apparaît comme lacunaire et qui plus est, un nouveau témoin, un détenu, aurait d'importantes révélations à faire. Le doyen des juges d'instruction, Denise Christian Guéry, reprend l'enquête. Le procès interrompu redémarre 2 ans plus tard, au mois de septembre 2004. Michel Pinto répète qu'il n'est pas l'auteur de ces crimes, même si c'est sa propre carabine 22 long rifle qui a été utilisée. Il affirme avoir vendu auparavant cette arme à l'une des victimes, Francis Ben Mokhtar, explications qui paraissent pour le moins alambiquées pour la cour, même si l'homme a réponse à tout. Quand la présidente lui demande pourquoi il n'a pas parlé de ce dîner, il déclare qu'il ne voulait pas être mêlé à l'histoire. Quant à l'argent, Pinto répète qu'il l'avait gardé pour que le fils de Ben Mokhtar puisse en profiter, somme qu'il n'est jamais venu réclamer. Les jurés ne croient pas Michel Pinto. Le 25 septembre 2004, celui-ci est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté aux 2/3. Son épouse, condamnée pour recel de vol à main armée, écope de 4 ans, dont un ferme. Le condamné Michel Pinto va faire appel de sa condamnation, procès un peu à qui tout double. Dernière chance pour lui de démontrer, malgré la multiplication des charges, qu'il n'a rien à voir dans cette sanglante affaire. Devant la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence, Michel Pinto continue à démentir toute participation dans le massacre du 28 février 1999. 3 personnes qui étaient venues dîner chez lui sont retrouvées sauvagement assassinées et dépecées. Pinto affirme qu'il n'a tué personne. Sur le fait qu'il sait se servir d'un couteau de boucher, il admet qu'il sait découper les sangliers quand il va à la chasse, mais qu'il déteste cet exercice qui lui donnerait la nausée. Les avocats de l'accusé, maître Michel Cardix et Éric Dupond-Moretti, font feu de tout bois pour dénoncer un dossier mal ficelé qui ne reposerait que sur des dénonciations et où les preuves concrètes manquent pour accabler leurs clients. Éric Dupond-Moretti va alors mettre en avant un élément capital pour tenter de faire pencher la balance de la justice en faveur de Michel Pinto. L'avocat explique qu'en raison de son gabarit poids-plume, 1,60 m pour 56 kg, Pinto aurait bien été incapable de trucider puis de transporter lui tout seul ses cadavres. Le seul Francis Ben Mokhtar pesait à lui tout seul
110 kilos. Le patron de la section de recherche affirme de son côté qu'un seul et même homme a pu découper les 3 victimes avec des scies manuelles, des haches et des couteaux, mais le doute s'est installé. L'avocat général Roland Mailly réclame la confirmation de la peine de première instance, 30 ans, tout en jugeant, je cite, « pas sérieux » que Michel Pinto ait été seul à commettre ce crime. Le doute profite au fromager, acquitté, seulement condamné à 3 ans de prison ferme pour le vol de l'argent de Ben Mokhtar. Le crime de l'Esteron reste à ce jour impuni.